Teaser pour l'événement, on verra. Merci Sinorce pour le Prime, merci. Voilà, je vous remets toujours une piqûre pour un compteur, vous savez, ça fait pas de mal. Vos plannings se précisent, vous avez pris vos billets, vous avez trouvé vos covoiturages sur le Discord Linguistica, donc c'est parfait. Bon, en tout cas, tout ceci étant dit, on va parler de beaucoup de choses ce soir, on va parler d'énormément de choses, mais on va quand même surtout beaucoup parler des vieux. Vous savez, on a un problème de vieux en France. On a trop de gens vieux là. De plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, paradoxalement. Ils sont de plus en plus, importants en termes de poids politique. Et là, qu'est-ce qu'on n'apprend pas au mois de juillet selon France Assureur, les Français ont massivement épargné au premier semestre. Ils ont versé un montant de quasiment 100 milliards d'euros sur leur contrat d'assurance vie, les Français, au mois de juillet. Alors, quel rapport entre les vieux et les assurances vie ? C'est eux qui investissent en fait. Les vieux, ils planquent tout leur pognon dans des assurances vie, dans les plans épargne, sous le matelas. C'est un truc de fou. Et du coup, l'encours total de l'assurance vie en France vient de dépasser. Ça, c'est en 2025, pour la première fois de son histoire, les 2000 milliards d'euros. Il y a actuellement 2000 milliards d'euros épargnés sous forme de contrat d'assurance vie. C'est un truc de zinzin quand même. C'est un truc de taré. Donc il faut savoir que l'assurance vie, moi, juste je fais une parenthèse, je ne sais même pas exactement ce que c'est une assurance vie. Juste, je vais quand même aller vérifier sur Wikipédia, je vais prendre le temps, la conscience de faire ça, parce que moi, je ne connais personne qui a d'assurance vie. Genre, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne comprends même pas le fonctionnement. Voilà. Je sais même pas comment ça marche. Voilà. J'en ai aucune idée. Je connais personne qui en a, personne qui peut m'expliquer ce que c'est. J'en sais rien. Je ne sais même pas à quoi ça correspond. Je sais juste que tu donnes de l'argent et en contrepartie, tu gagnes de l'argent. Voilà. Ça, j'ai compris. C'est un dispatch de thunes en action en obligation. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, c'est le placement le plus rentable en France actuellement. Et c'est le placement le plus important en termes de valeur. C'est un tiers de l'épargne totale des Français qui est placé sous forme de contrat d'assurance vie au chaud pour faire des petits. Avec un capital moyen d'environ 100 000 euros par souscripteur. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte quand même ? Alors, un tiers de l'épargne des Français avec une épargne moyenne de 100 000 euros par souscripteur, mais c'est fou quoi. Il est où cet argent ? Qui a cet argent ? Parce que visiblement beaucoup de gens y ont recours. Ça représente de grosses quantités de pognon. 2000 milliards. C'est énorme, 2000 milliards. François Bayrou, il cherche 46 milliards pour cette année. Il cherche 46 milliards et c'est un sacerdoce. Il faut couper dans toute la culture, il faut couper partout, il faut couper dans ceci, on va y revenir. Et là, il y a 2000 milliards planqués sous forme d'épargne dans les contrats d'assurance vie. C'est un truc de zinzin. C'est beaucoup plus que le taux du livret A, hein, parce que le livret A est à 2,4, il passe à 1,7 demain. Le livret A apparemment est moins rentable, voilà. Permet une transmission de capital hors héritage en cas de décès. Ouais. Donc, il est où ? Il est où l'argent ?
Il est où? Eh bien, Alternative économique nous a fait un petit dossier qui est assez intéressant, qui s'appelle littéralement Épargne, deux points, les vieux ont-ils trop d'argent? Alors spoiler, oui, les vieux sont blindés en France, c'est un truc de fou. Depuis la pandémie, les personnes âgées ont, plus que toutes les autres classes d'âge, décidé d'épargner, de nourrir leur patrimoine, et ce qui porte préjudice à l'économie de manière générale, puisque bah, du coup le pognon ne circule pas. Selon l'INSEE, ça c'est selon la note de l'INSEE là, du début du mois de juillet, au début du mois de fin du mois de juin, début du mois de juillet, pendant cette période, les Français continuent de surépargner, une tendance qui apparemment a débuté avec le Covid. Faut savoir qu'au dernier trimestre 2024, l'épargne totale des ménages en France s'élevait à 18,5% de leur revenu brut, contre 14% avant le Covid. Je suis sur l'article, littéralement, les vieux ont-ils trop d'argent? Épargne, les vieux ont-ils trop d'argent? Alors, je vais pas vous faire tout l'article, parce qu'il est très long, mais j'ai choisi des petits bouts. Donc, voilà, les vieux, ils ont peur. Les vieux, ils ont peur, donc ils stockent le fric. Ils stockent le fric de fou. Parce qu'ils veulent pas acheter tout de suite, parce que les taux d'intérêt vont peut-être baisser, donc autant attendre. Parce que, bon, on ne sait pas, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ça se trouve, il peut y avoir la guerre, j'en sais rien. Ils se posent plein de tas de questions, les vieux. Et du coup, les vieux, ils décident de ne plus dépenser. Il se trouve que, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez facile à comprendre, c'est que ceux qui épargnent le plus sont ceux qui sont les plus riches. Tiens. Comme c'est surprenant. Notamment parce qu'ils peuvent compter sur des revenus financiers dynamiques. Comprenez par là le capital paye, le capital rapporte, les placements rapportent, que ce soit sous forme d'action, sous forme d'investissement immobilier, ou que sais-je. On a là, par exemple, sur TF1 ce soir, il y avait un dossier sur le cours de l'or et le cours de l'argent. Les vieux, ils achètent de l'or et ils achètent de l'argent, par exemple. Voilà. Et par exemple, le prix de l'argent a été multiplié par 2 en 10 ans. Voilà. Donc, les personnes âgées de 65 ans ou plus ont contribué pour environ 2/3 de la hausse du taux d'épargne entre 2023 et 2024. En parallèle, les classes d'âge actifs, notamment les moins de 35 ans, contribuent nettement moins à l'épargne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez moins de 35 ans, vous mettez pas de pognon de côté parce que vous n'avez pas les moyens. Quand vous avez plus de 65 ans, vous savez tellement pas quoi foutre de votre thune que vous mettez tout de côté. C'est un truc de fou. Selon l'INSEE, même d'ailleurs, la revalorisation des pensions au cours de l'année 2024, vous savez, il y a eu tout un débat au cours de l'année 2024, faut-il geler les retraites ou pas? Finalement, le gouvernement avait décidé que non, ils avaient revalorisé les retraites, et vous saviez, il y avait ce débat de faut-il revaloriser toutes les retraites? Le gouvernement l'avait tourné comme ça, c'est soit on pénalise tous les retraités, soit on revalorise tous les retraités, alors qu'en réalité il y a quand même le tri à faire entre ceux qui sont à pas beaucoup et ceux qui gagnent quand même plutôt des thunes. Le gouvernement ne voulait pas faire ce distinguo et la gauche s'était retrouvée un peu dans ce piège à défendre tous les retraités plutôt que les petites retraites. Parce que s'il fallait défendre, valait mieux défendre tous les retraités qu'en défendre aucun, surtout qu'on rappelle quand même que les plus de 50 ans représentent plus de la moitié du corps électoral aujourd'hui. Donc si ce ne sont pas les retraités actuels qui votent, ce sont les retraités de demain qui votent, qui sont majoritaires en fait dans le choix de la décision du vote. Si jamais tu te fâches avec les retraités aujourd'hui, dans 5 ou 10 ans, avec les pré-retraités d'aujourd'hui, dans 5 ou 10 ans, t'en payes le prix. Voilà. Donc les prestations, ça on en avait parlé dans un live la semaine dernière. Les prestations ont progressé 2 fois plus vite que les revenus d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sources de rente immobilière et les sources de revenus type pension de retraite ont augmenté plus rapidement que les revenus. Et ça, c'est déjà un problème qu'on notait et dont on parlait la semaine dernière. Les revenus du capital, aujourd'hui, rapportent jusqu'à 2 fois... Enfin, en gros, leur progression va 2 fois plus vite, et donc du coup sont beaucoup plus rentables que les revenus du travail. Ça, de toute façon, on a un problème de revenus du travail en France.
On l'a déjà dit plusieurs fois. On taxe. Moi, c'est ma take que je donne ici plusieurs fois, souvent. On paye trop d'impôts en France sur les salaires. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est aussi parce qu'on ne paye pas assez d'impôts sur le capital. On pourrait alléger l'impôt sur le revenu, ou en tout cas le rendre plus progressif, si on compense par des mesures d'imposition et on va en parler des loyers aussi. Et de progressivité sur le capital. Il faut savoir que le capital, genre l'IS aujourd'hui, vous avez 2 tranches, c'est 15%, 25%, point, salut, ciao. Ça, c'est uniquement je parle d'IS, donc je parle uniquement d'impôt sur les sociétés. En plus, si jamais, après, sur les questions de dividendes, les questions de certains produits financiers, il y a aussi des aménagements, des niches fiscales qui font que vous avez une mécanisme de compensation qui fait qu'en fait, vous payez assez peu d'impôts dessus. Moins que si jamais vous travaillez et vous n'avez pas besoin d'avoir un très gros salaire pour pouvoir commencer à payer des impôts de manière substantielle. On en avait aussi parlé, mais les retraités, par exemple, ont des avantages fiscaux ils ont des abattements sur leurs revenus sur l'impôt sur le revenu. Les retraités, ils ont un abattement. Ils ont plusieurs abattements, mais ils en ont notamment un qui est très, très contesté, que les gouvernements vont d'ailleurs transformer en crédit unique d'un montant unique, mais qui est quand même quasiment un abattement de 2000 ou jusqu'à 2000 euros, je crois, quasiment. Bref. Donc les vieux gagnent plus, les vieux épargnent plus, les vieux ont des modalités de rémunération qui augmentent plus rapidement que les revenus des actifs. Donc tout va de mieux en mieux pour eux. Mais les vieux ne consomment pas plus. En fait, c'est ça qui est, encore une fois, vous pouvez s'y attendre. Les dépenses des retraités augmentent moins vite que leurs revenus, et ce depuis 2022, depuis le Covid, depuis la fin du Covid. Ça, c'est dans l'INSEE, c'est l'INSEE qui le dit. Donc en gros, si jamais vous augmentez les revenus des retraités, vous n'augmentez pas l'argent qui circule dans l'économie réelle. Vous augmentez uniquement la quantité d'argent qui part dans les placements financiers. Ou dans les investissements financiers. Dans les placements dans le capital. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une économie capitaliste, elle tourne ? C'est quand il y a de la consommation. Pour qu'il y ait de la consommation, il faut que l'argent soit dépensé. Le motif principal d'épargne, parce que tu parles d'ailleurs de est-ce qu'il y a une redistribution informelle, genre à la famille, etc. Il paraît que, soi-disant, le principal motif d'épargne, c'est celui de se protéger des coups durs et potentiellement aider sa famille. Mais ça veut pas dire que l'argent sert, dans les faits, véritablement, ne sert pas nécessairement ce but pour autant. Donc, l'alternative économique nous dit, en substance, en résumé, les personnes âgées s'en sont mieux sorties que les classes plus jeunes depuis la fin de la pandémie, mais la progression de leurs revenus n'a pas irrigué l'économie. Même l'épargne accumulée par les retraites ne rend pas service à la croissance. Cette épargne nourrit leur patrimoine, globalement. Ce dernier gonfle, le patrimoine, et dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie, il est transmis de plus en plus tard à des héritiers de plus en plus âgés qui, eux-mêmes, ne seront pas tentés de le réinjecter dans l'économie puisqu'ils voudront eux-mêmes le transmettre plutôt qu'investir. Et donc, ou plutôt que le dépenser, ou parce qu'en fait, c'est aussi un truc structurel, c'est quand vous avez plus de 70 ans, vous n'êtes plus dans des logiques d'investissement, vous êtes dans une logique de consolidation ou de transmission. Donc vous stockez, vous visez de la rente et vous visez la transmission. Donc c'est un problème parce que du coup ça facilite effectivement, ça consolide la concentration du patrimoine sur une certaine classe sociale et sur une certaine classe d'âge. Ça on en avait parlé, on avait regardé il y a quelques semaines la part des retraités parmi les multipropriétaires. Il y a beaucoup de multipropriétaires sont des retraités et y compris d'ailleurs des multipropriétaires qui à la base n'avaient pas des niveaux sociaux très élevés. On a beaucoup de multipropriétaires qui ont acheté à l'époque, dans les années 60-70, à une époque où l'immobilier était beaucoup moins cher. Les salaires étaient plus intéressants. Les terrains aussi étaient beaucoup plus facilement accessibles et qui, en fait, grâce à l'augmentation du coût de l'immobilier,
ont pu être dans des logiques d'investissement, de rachat, d'accumulation de capital et qui aujourd'hui sont des multipropriétaires, vivent de la rente immobilière. Beaucoup de personnes âgées, la part des personnes âgées qui vivent de la rente immobilière est plus importante que les autres classes d'âge. Et en fait, du coup, on a un problème de concentration aussi du patrimoine. Bon, ça vous le savez déjà. Il faut savoir que la part du patrimoine hérité atteint 60% du patrimoine total d'un individu aujourd'hui, contre 35% dans les années 70. Ça, c'était le Conseil d'analyse économique qui le rappelait. Et si on héritait à peu près à 40 ans dans les années 80, ça c'était Thomas Piketty qui le disait, aujourd'hui on hérite très largement les 50 ans passés. Donc en fait, quand le projet de vie est déjà fait, que les enfants ont déjà grandi, et que nos propres enfants sont déjà partis sur le marché de l'emploi. Voilà. On ne peut pas forcer les gens à consommer toujours plus, surtout quand cette société de consommation est en train de détruire la planète. Alors, oui. En l'occurrence, là, on a quand même une concentration des richesses. C'est aussi quand même ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus pauvres ne peuvent plus vivre du revenu de leur travail et ne peuvent même plus faire face à certaines dépenses tout à fait usuelles et nécessaires. Quand à côté, vous avez toute une classe d'âge qui est assise sur le pognon et qui ne veut pas le lâcher. On vit dans une pyramide de Ponzi, un petit peu. Il faut savoir du coup que la situation des retraités est plutôt bonne. Le taux de pauvreté des retraités n'est que de 11%, alors qu'il est de 15,4% pour la moyenne de la population, une moyenne qui inclut les 10 retraités. On avait regardé, on atteint du 30% chez les moins de 25 ans, je crois, y compris chez les jeunes actifs. On atteint des taux qui sont très très importants chez les jeunes. Évidemment, les retraités les plus pauvres ne sont pas dans les cas de figure dans lesquels qu'on explique, mais tendanciellement, les retraités d'aujourd'hui sont des retraités qui vivent bien. Alors ça va baisser parce qu'en fait, avec la baisse des salaires et la baisse des cotisations, on va de plus en plus avoir des retraités pauvres qui vont arriver. C'est-à-dire les retraités qui vont arriver dans 10 ou 15 ans en situation d'être à la retraite seront des retraités plus pauvres, avec des pensions plus faibles que les retraités actuels. Alors que ces gens-là auront financé les pensions des retraités d'aujourd'hui, qui sont des retraités qui se vivent bien. En fait, il y a aussi un problème dans notre modèle, hélas, de comment ça fonctionne. On a certaines personnes ont de très bonnes retraites, et sont des actifs qui gagnent beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de pouvoir d'achat que ces mêmes retraités à leur époque, qui financent les retraites de ces retraités-là, et qui, quand eux-mêmes seront à la retraite, auront peut-être des problèmes de financement de leur propre retraite. De survie grâce à leur propre pension. Donc c'est compliqué. Donc globalement, quand même, ce que je retiens, c'est que du pognon, il y en a en France. Les vieux sont riches. En moyenne, les vieux ont des thunes de ouf. Alors oui, il y en a qui galèrent, mais tendanciellement, quand même... Et le travail ne paye pas. Et en même temps, il est difficile au travail de rémunérer si vous n'avez pas une économie, dans le monde dans lequel on fonctionne, avec les règles telles qu'elles existent, une économie qui tourne. Et donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que vous avez un ralentissement de l'activité économique, donc vous avez un ralentissement des rentrées, vous avez des baisses de chiffre d'affaires. Si en plus, à tout prix, faut protéger à la fois les retraités et les grandes entreprises, les coupes budgétaires pour sauver le modèle français, elles se font aux dépens des plus pauvres qui eux-mêmes ne peuvent plus consommer, etc. Et donc en fait, on assèche les gens et voilà. Les vieux sont nombreux et votent, évidemment. Je sais bien. Donc voilà. Écoutez, oui, alors toute personne n'a le droit de venir à la retraite par capitalisation, ce qui est une erreur hein, sans nom, mais bon. En faisant rien, je vois qu'avec l'évolution de l'immobilier, ma mère prolo qui a pu acheter un appartement à Paris il y a bien longtemps, aujourd'hui ça serait impensable. Mais aujourd'hui, même les cadres ne peuvent plus se loger dans les villes. C'est là où on voit que la bourgeoisie commence à s'inquiéter du problème de l'immobilier, c'est quand les bourgeois les plus jeunes se rendent compte qu'ils n'ont plus accès
euh, à ce que leur classe avait toujours eu accès, c'est-à-dire de la propriété à proximité immédiate du travail, peu importe la tension immobilière, la tension du marché immobilier du coin. Là, vous avez des... Moi, ça me fait rire, parce que j'ai vu ça dans l'Ouest France il n'y a pas longtemps, où c'est des médecins qui se plaignaient de ne pas pouvoir acheter de maison dans la zone où ils sont censés s'installer. Alors, bon, ils peuvent acheter des maisons en réalité, c'est juste qu'ils peuvent pas acheter la maison qu'ils voudraient et qui correspond à ce qu'ils pensent être la maison auquel ils ont le droit et le type de maison qu'on leur a promis quand ils ont commencé à faire des études. Même moi et ma conjointe qui avait un très bon salaire, on ne peut pas se payer une maison n'importe où sans s'endetter au max sur plus de 25 ans. Bah nous, on s'est endetté sur 27 ans pour acheter la maison. Ils se font gentrifier à leur tour. Et bah c'est juste qu'il n'y a plus de place, circuler. Et là, bah, c'est une discussion que j'avais avec des amis. Moi, j'ai des amis, je pense à 2 amis, tout particulièrement, qui ont de très bonnes situations financières, qui ont de l'épargne, qui ont des placements financiers même, et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas acheter dans la ville dans laquelle ils travaillent. Alors qu'ils sont, sur l'échelle des salaires en France, ils sont à une très bonne échelle des salaires. Et en fait, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, alors que leurs parents, qui gagnaient 3 fois moins il y a 30 ans, eux, ils ont pu sans difficulté. Et du coup, bah forcément, ils se disent, c'est pas juste. Quand la riche génération de boomers ne sera plus vivante, est-ce que la situation sera mieux? Leur épargne va aller vers leurs enfants, non? Oui, mais en fait, vont aller vers leurs enfants qui seront eux-mêmes déjà vieux. C'est ça en fait le truc. En fait, ça va nous faire une Charles III, c'est-à-dire Elisabeth II. Elisabeth, quand elle est morte en Angleterre, elle a légué la couronne à son fils qui avait 70 ans, quoi. On est en train d'évoluer vers un modèle quand même très gérontocratique. Aujourd'hui, l'épargne, en fait, on se retrouve dans une situation où ceux qui vont hériter sont les retraités. Vous voyez le délire? Ne serait-ce que pour louer, je suis fonctionnaire et pour louer mon appart en proche banlieue parisienne, j'ai dû faire une fausse coloc avec ma mère car t'as pas 3 fois le loyer, pas moyen, regarde même pas ton dossier. Oui. Oui. C'est normal, le coût de la vie augmente, les salaires ne suivent pas, le marché immobilier est devenu un marché spéculatif. Oui, alors que ça s'encadre, hein, des prix d'immobilier, ça s'encadre. Ou alors, ça c'est, si jamais vous me demandez mon avis, l'immobilier ne devrait pas être un marché, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, plutôt, la rente ne devrait pas être possible. Ça c'est plus précisément. Mais vous savez, hein, je vais faire un pas de côté, mais il y a le même problème pour les agriculteurs. On nous dit, on a une crise des vocations pour l'agriculture. Moi, j'ai des amis qui ont essayé de s'installer en agriculture, j'en ai déjà parlé plein de fois ici. La plupart des agriculteurs aujourd'hui, déjà, n'ont pas les moyens de racheter les exploitations des agriculteurs qui partent en retraite, parce que le prix de la terre est beaucoup trop cher. Et ce qui se passe, c'est que des fois, tu te retrouves à acheter les murs et devoir louer les terres qui sont vendues à d'autres propriétaires plus importants. Appelle le droit de fermage. Et donc on revient, et ça c'est l'histoire a connu énormément ce problème. En fait, l'histoire occidentale est aussi caractérisée par des problèmes de concentration de patrimoine terrien. Des problèmes qui sont à chaque fois réglés avec ce qu'on appelle des réformes agraires, où on redécoupe les parcelles, on redistribue des terres à des agriculteurs, parce que sinon, en fait, tout simplement, la société peut plus bouffer, et si la société peut plus manger, la société meurt. Et donc, souvent, c'est un point d'inflexion. Et là, on voit ça aussi en parallèle, on a un problème de concentration de patrimoine terrien. Donc, je déménage bientôt, je vais être relancé sur le Larousse du 19e. Ah putain, j'avais complètement oublié ce truc. Tu veux pas venir à Renconteur ? Comme ça, tu nous le ramènes. Est-ce que construire de l'immobilier peut résoudre le problème ? Mais construire, ça peut. D'ailleurs, tout le secteur de l'immobilier fonctionne à la construction. Donc eux, ils veulent qu'on construise un max, ce qui fait que c'est quand même, on est dans une situation, dans un pays, où on construit massivement des immeubles
dans des zones où il y a à côté tout un tas de baraques vides qui ne sont inoccupées par définition. Ou, par exemple, moi je vais prendre le cas typique, le village où j'ai grandi. Le village où j'ai grandi, je ne sais pas combien de lotissements ont été construits, plusieurs. J'ai grandi dans un de ces lotissements. À une époque quand même où le village perdait ses habitants. Je conduis pas, c'est chaud. Ouais. Donc il y a pas mal de villages où on a construit à tour de bras, alors qu'en parallèle on perdait des habitants. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on augmente la quantité de biens à occuper, alors que la population décroît. Mais effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de construire des petites maisons de merde, des petits pavillons de merde dans des lotissements sur catalogue. En plus, le prix du terrain est aussi beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus rentable pour le lotisseur, que de faire de la rénovation où c'est que des cas particuliers, des cas spécifiques, des trucs un peu plus longs, un peu plus complexes, etc. Donc bon. Je me souviens d'une vidéo qui doit avoir 10 ans comparait deux frères, l'un devenait propriétaire, l'autre locataire, le loyer était largement inférieur au remboursement du prêt. Mais c'est toujours le cas au début. Moi, actuellement, je paye beaucoup plus de prêts que ce que je payais de loyer. Le truc, c'est que mes mensualités, elles sont fixes. C'est comme ça que c'est calculé par la banque, d'ailleurs. Enfin, elles sont fixes, non. En l'occurrence, elles ont tendance à réduire. Parce que tu ne payes des intérêts que sur la somme restante à rembourser. Et donc, ce qui fait que le coût du prêt, avec l'inflation, plus le temps passe, c'est ça le principe d'acheter, en fait. Plus le temps passe, et plus la charge que représente le prêt dans votre budget réduit. Ce qui fait qu'un prêt immobilier, c'est très dur à payer tout de suite. Genre, ça peut vous assassiner. Nous, ça nous assassine tous les mois. Mais si t'attends 5 ans, 10 ans, tu peux assez vite rattraper. Comme toi, ça bouge pas. Voire ça peut réduire légèrement. Alors que les loyers, eux, augmentent. Les loyers augmentent, ils sont révisés chaque année sur l'indice de la construction. Il y a un barème qui est basé sur l'indice de la construction. Et donc, le loyer augmente structurellement. Sauf en cas de déflation violente. Ah bah, en cas de déflation violente, c'est so long. En cas de déflation violente, oui. C'est la merde. Mais je sais pas trop. C'est vrai, tant que tes revenus augmentent. Non, tant qu'il y a de l'inflation. C'est pas la même chose. Tant qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire tant que la monnaie perd en valeur. C'est-à-dire l'inflation, c'est de la perte de valeur de la monnaie. Et donc tant qu'il y a de la croissance, quelque part. Quand tu augmentes les richesses dans un pays, quand tu augmentes le PIB, l'argent perd en valeur. Donc ce que tu achetais avec, je sais pas moi, avec 1 euro il y a 20 ans, c'est ce que tu achètes avec 2 euros. Ce que tu achetais, ce qui valait 1 euro il y a 20 ans vaut 2 euros aujourd'hui. Donc, je sais pas, peut-être les chiffres sont pas bons, mais c'est globalement l'idée. Alors que c'est le même produit. S'il y a l'inflation et que si tes revenus baissent, le prêt va t'assigner d'autant plus. Bah, le montant du prêt, il est fixe. Dans un monde où il y a beaucoup d'inflation, si tu dois, admettons, payer 1 000 euros de prêt tous les mois, tu continues de devoir payer 1 000 euros de prêt tous les mois. Et il se trouve que quand tu es propriétaire occupant, peu importe la valeur de l'immobilier. Ce qui est pour le coup indexé sur la valeur de l'immobilier, c'est la taxe foncière. Le secteur de la construction s'est énormément concentré sur la construction de bureaux qui devait en principe être plus rentable que celle de logements, sauf qu'aujourd'hui on a beaucoup trop de bureaux neufs et vides parce que les investisseurs ont voulu exploiter à fond le filon et ont ignoré les signes de saturation du marché. Oui, dans un monde aussi où le télétravail a commencé à s'inviter autour de la table et où oui, on n'avait pas besoin de tous ces espaces de coworking, et en n'ayant pas pensé
qu'on doit à un moment reconvertir ces bâtiments et savoir que souvent il est moins cher de détruire intégralement des bureaux, qu'ils soient neufs ou non d'ailleurs, plutôt que de les transformer en habitation. Aux USA, de très nombreux prêts sont à taux variable. Oui, mais ce qui n'est pas le cas en France, c'est relativement marginal. Les taux sont relativement fixes quand même. Donc le taux, une fois que tu as signé, tu as signé. Et moi, par exemple, j'ai toutes mes échéances. Je sais combien je vais devoir payer d'échéances jusqu'en 2049. Je crois que c'est ça, 2049. Je sais exactement combien par mois je dois payer jusqu'en 2049. Et si demain, je sais pas si dans 10 ans le SMIC est à 2000 euros, ce qui n'est pas inenvisageable hein, avec l'inflation, ça dépend combien d'inflation on a, peut-être pas 10 ans, peut-être 15 ans, bah ça représentera beaucoup moins. Vous imaginez, juste être au SMIC couvrira déjà une bonne partie. Un gros tableau sur plein de pages. Ouais, exactement. Faut bien penser à renégocier le taux de son prêt. Moi j'ai signé un taux qui est relativement bas, donc ça a été... bon, c'est pas le meilleur prêt qu'on pourrait avoir non plus, mais... Et oui, vous pouvez renégocier. Donc, oui. Je me souviens que dans ma jeunesse, il y avait une loi pour aider les gens qui avaient emprunté car les taux avaient énormément baissé en quelques années. Oui, faut savoir aussi que, là, on fait une grosse parenthèse, mais savoir qu'à l'époque, effectivement, on nous disait, ouais, mais nous, les mensualités, elles étaient beaucoup plus importantes et les taux étaient beaucoup plus forts. Nous disaient les vieux. Et c'est vrai. Mais l'inflation était aussi plus importante et les prêts étaient sur moins longtemps. Je crois que la moyenne de durée d'emprunt, il y a dans les années 90, ça devait être 13 ou 14 ans, alors qu'aujourd'hui, on est sur du 25 ans systématique quasiment, quoi. 25 ans qui est là maintenant le maximum légal possible. Nous, on a eu 27 à titre de dérogation. On a eu 25 plus 2. Moi, j'ai eu mon prêt à 1,44, je crois. Vous savez, de toute façon, je peux vous le dire, je l'ai sur mon téléphone. Ça veut dire que je dois revoir combien j'ai sur mon compte. Putain, ça va être triste. Ça. Le nom de la ville que tu as dit? J'ai dit une ville? À Fougères? C'est là où j'habite. J'habite à côté de Fougères. Il se passe quoi si on meurt avant d'avoir remboursé son ou ses prêts? T'as une assurance obligatoire souscrite pour ça. Putain, j'ai 7 euros sur mon compte MDR. C'est obligatoirement assuré. Je l'ai eu à 1,2% mon prêt. 1,22 mon prêt. Hors assurance. Donc après ça c'est le premier prêt. J'ai 3 prêts en cours. Ça c'est le premier prêt, ça c'est le prix de l'achat de la maison. Ensuite il y a le deuxième prêt, qui lui nous assassine aussi. Qui lui est à 3,25. Déjà ça tabasse. Un peu plus. 3,25 le deuxième prêt. Qui est aussi à rembourser pendant un bon moment. Jusqu'en 2038 quand même. Et ensuite, il y a le troisième prêt qui, lui, est beaucoup plus haut. Le troisième prêt qui est à 8%. Le taux était à 19%. Ouais, mais encore une fois, ça dépend à combien t'as d'inflation. Mon père, il me disait que son premier salaire, c'était genre... équivalent, c'est genre 800 euros, un truc comme ça. À l'époque, avec 800 euros, tu vivais... quand il a commencé à bosser, tu vivais bien, genre. Avec 3 prêts, vous atteigniez pas les 35% d'endettement max. Ah mais si, on est à beaucoup plus. On est à quasiment... Là, on est actuellement, je crois, à 75% ou 80% de taux d'endettement. Ah nous, on est très endettés. Ah nous, on est très très endettés. Donc si.
Les 35% d'endettement maximum, c'est pour un prêt immobilier. Le prêt travaux et ensuite le prêt à la consommation pour payer et rembourser le trou qu'a généré l'argent qui a été volé par l'artisan, ça, c'est en dehors de la règle des 35%. On a... Après, oui, tu peux moduler le taux de l'assurance, tu peux renégocier, tu peux même passer des tests de santé pour faire baisser ta mensualité. C'est ton taf de faire ce genre d'IA qui sépare les instruments d'une... Bah, ça m'intéresse de ouf. Comment ça, c'est ton taf? Ça m'intéresse de ouf. Quand tu prends ton prêt à la consommation à la banque est OK pour te laisser monter à 80% ton endettement, ils sont sympas. Ah non, ils sont pas sympas, c'est eux qui t'y incitent. Ah non, c'est pas compris. C'est eux qui t'incitent. T'as un trou... Tu peux aussi négocier pour décaler tes remboursements, oui. Tout à fait. Nous, dans le contrat d'assurance, c'est en cas d'accident, en cas d'arrêt maladie depuis plus de 3 mois, etc., on peut décaler les remboursements du prêt. Il y a des modalités. Voilà. En tout cas, puisqu'on parlait d'immobilier, sachez, alors la transition est toute trouvée, sachez quand même qu'on a un décret d'application qui est rentré en vigueur le 1er juillet. Un décret d'application qui facilite les saisies sur salaire pour loyer impayé sur la demande des propriétaires. Donc c'est le décret du 12 février 2025. Depuis la publication de ce décret, les propriétaires bailleurs peuvent engager une procédure de saisie sur salaire de leurs locataires en cas d'impayé de loyer. Il suffit juste de passer par un commissaire de justice. On n'a plus besoin de demander l'autorisation à un juge d'exécution. Du coup, on a une nouvelle procédure simplifiée pour saisir directement les loyers sur salaire. C'est Casbarian. Je sais pas si c'est Casbarian, c'est bien probable. En tout cas, une évolution positive pour les organisations de propriétaires, paraît-il, qui est au contraire très mal perçue par les associations de défense des locataires. Tiens donc. Incroyable. C'est fou ça. Qui aurait cru? Ouais. Donc, j'avais pas du tout vu passer ce truc-là, et en fouillant, là, je me suis dit, tiens, franchement, ça rend zinzin. En parlant de choses qui changent, là, au cours de l'été, sachez que l'électricité va augmenter. À partir du 1er août, la TVA à taux réduit à 5,5 passe à 20%, conformément au droit européen qui impose un taux uniforme. Voilà. Donc en compensation, l'État devrait baisser d'autres taxes, mais de moins que ce que ça augmente. Donc voilà. Il y a un vrai bail ou un vrai biais sur l'immobilier dans ce pays. On a un problème d'immobilier en France. Hein. On a vraiment un problème d'immobilier. Hein. Ils vont toujours te parler du pauvre proprio qui a besoin du loyer pour payer le prêt. Mais c'est vrai. Mais c'est juste que non mais peut-être. Mais c'est juste que le principe même de souscrire un prêt, toi, pour le faire rembourser par quelqu'un d'autre qui occupe le logement, c'est une logique qui ne devrait pas être possible. Ceux qui ont vécu la grande précarité savent que quand tu dois choisir entre le loyer ou manger, c'est vite vu. C'est une horreur cette mesure. Sachant que si jamais tu ne payes pas le loyer, tu le payes en retard, ça vaut comme rupture de contrat de location. Vous savez, moi je l'ai appris parce que vous savez, bon, j'ai déjà expliqué, moi j'ai eu un départ de feu dans mon compteur électrique, il y a mon chauffe-eau qui a explosé dans mon ancien appartement à Strasbourg et tout. Et ça, à chaque fois, ça a été un sacerdoce pour récupérer l'électricité, pour récupérer l'eau. Parce que le propriétaire, il a 14 jours pour te répondre. Pendant 14 jours, tu vis sans eau, sans électricité. Et c'est un truc de fou, c'est qu'en fait, pour prouver que tu es de bonne foi en tant que locataire, à aucun moment il faut que tu arrêtes de payer le loyer. Il faut que tu continues d'occuper le logement. C'est délirant. Genre, c'est délirant.
T'as pas le droit de prendre l'initiative de faire les travaux à tes frais. Parce que c'est pas à toi. Faut le faire. Et si jamais tu veux suspendre les loyers, il faut que tu fasses une mise sous séquestre via un juge ou un huissier, ou je sais plus. Mais en fait, quand t'as plus d'électricité, parce que ton appartement a failli prendre feu, que ton chauffe-eau a explosé et que t'as l'équivalent de 200 litres sur le sol chez toi, et que ça continue de pisser, au bout d'un moment, à la caisse des dépôts, mais au bout d'un moment, tu te poses les questions quand même de manière très différente, parce que l'autre il est en mode ah bon. Non, moi je suis allé à la deal, parce qu'il se trouve que, figurez-vous, que le propriétaire, je me suis fait arnaquer, hein. Franchement je me suis fait arnaquer. Mais bon. Le propriétaire a accepté les travaux, je lui ai envoyé le devis et tout. Il y avait pour 5000 € pour refaire le compteur électrique. Très clairement, ils ont passé 1h30. Très clairement, c'était du vol. C'était des voleurs, les artisans. C'était des voleurs de ouf. Sauf que, en gros, ils m'ont remboursé que 80% de la somme, les propriétaires, du devis qu'ils ont accepté. Et c'est moi qui ai dû avancer l'argent. En gros, j'ai dû avancer l'argent, ils sont engagés à me rembourser. Mais ils m'ont remboursé qu'à hauteur de 80%. Donc ils m'ont baisé quasiment 700 balles. Et du coup, bah, j'ai été à la deal pour essayer de récupérer cet argent, parce que c'était quand même énorme. Ça changeait tout, hein, pour moi, dans le budget. Genre, j'avais pas ça sur mon compte, donc ça changeait tout. Et ne serait-ce que pour retourner en positif, quoi. Et le truc, c'est que ça arrivait pendant le Covid. Juste avant le Covid, juste avant que je me sépare. Et donc, la deal s'est retrouvée submergée de dossiers pour violence conjugale. Enfin, violence conjugale ou litige lié à la violence, enfin des problèmes de... Les gens se tapaient dessus dans les appartements, quoi. Et c'était pas la deal, d'ailleurs. C'était pas la deal exactement. Non, c'était l'association. C'était pas la deal, c'était la permanence judiciaire de quartier, je crois. Après, je sais plus. Bon. Du coup, en fait, notre dossier a été mis en attente. Et je pense qu'il a été complètement enterré, que les propriétaires ont pu faire leur meilleur restaurant avec les 800 balles qu'ils ne m'ont jamais rendues. Oui, on est vraiment un pays corrompu. J'ai regardé, c'est 60% des devis d'intervention d'urgence d'artisans que ce sont des devis qui sont à la fois, du coup, c'est des fois des faux devis, de la surfacturation, voire de l'abus de faiblesse. 60%. Plus d'un devis sur deux. Plus d'un devis sur deux pour intervention en cas d'urgence, soit serrurerie, plomberie, électricité. C'est les trois gros postes. Mais sur Reddit, c'en est devenu une traîne. Genre, le serrurier me demande 2000 € pour remplacer la serrure. Bah non. Il y a très peu de moyens pour se retourner. On est vraiment dans un pays corrompu. Ça, de toute façon, vous savez, moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris en étant adulte, c'est qu'on est dans un pays corrompu. La justice, elle n'existe pas si jamais vous êtes pauvre. Et même si jamais vous êtes dans votre bon droit, et même si vous vous êtes fait baiser dans les grandes largeurs, à moins que vous ayez 3 ou 4 000 € de côté à perdre dans les méandres de la justice pour peut-être avoir gain de cause dans 10 ans, ça ne sert à rien de lutter. Vous vous êtes fait baiser, personne ne viendra vous aider. C'est un peu partout pareil, non? Bah, il y a les pays plus et les pays moins quand même. Donc, bon. Donc, en tout cas, voilà, on en est là, hein. Mais oui. En parallèle, dans cet état morose d'un point de vue économique, les Français refusent de baiser et de faire des enfants. On se demande bien pourquoi. Mon ancien proprio m'a fait un congé pour vendre l'été dernier et voulait vendre l'appart, plein centre de Bordeaux, pour 160 000. J'ai refusé de racheter. J'ai eu plein de soucis avec des rats, de voisinage, un dégât des eaux qu'ils ont mis 2 ans à rénover. Plus d'infiltration, de remontée d'égout. Courrier à un qui avait reçu une offre, mais à 127 000 €. Ah ouais, bah, cher, ouais.
Oui, il faut contacter votre assurance si jamais vous avez un problème d'urgence. Ça limite effectivement les arnaques. C'est pareil pour la voiture, hein, d'ailleurs. Hein. Donc ouais, le gouvernement a peur qu'on ne fasse plus d'enfants. Il y a aussi Sterrin. Sterrin a dit qu'il fallait qu'on fasse des bébés européens, c'était très important. Sterrin qui est un évadé fiscal, on rappelle. Hein. Il a très envie qu'on fasse des enfants chez nous, mais lui il a décidé de partir ailleurs. Hein. Sterrin est lui-même un immigré, voilà. Donc on a le taux de natalité le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Très très bas. Très très bas. Donc le gouvernement a annoncé qu'ils allaient soutenir la natalité en créant un nouveau congé de naissance qui pourrait être pris par les deux parents avec un soutien financier plus important que l'actuel congé parental, qui est un retour sur la réduction du congé. Parce qu'en fait, ils avaient transformé le congé parental pour qu'en fait on en ait moins longtemps et moins d'argent. Il n'y a pas longtemps, ils avaient annoncé ça. Je ne sais pas si ça avait été fait finalement. Et là, ils se disent, bon, il faut peut-être qu'on mette un peu d'argent sur la table pour que les Français ils fassent des gamins. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Didier Breton, qui est un chercheur de l'Institut national des études démographiques, de l'INED, hein, du coup, qui a parlé, qui a dit que cette mesure peut permettre à des projets d'enfants déjà présents de se réaliser. Sous-entendu, il y a quand même beaucoup de gens qui ne font pas d'enfants, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça contribuerait peut-être à éviter que la fécondité tombe très bas, autour de 1,2 enfants par femme. Effectivement, on fait vraiment plus d'enfants. D'ailleurs, le Comité national d'éthique a tiré la sonnette d'alarme et considère qu'il faut vraiment accompagner les couples qui rencontrent des difficultés pour concrétiser un projet d'enfant, que ce soit des difficultés socio-économiques ou que ce soit des difficultés biologiques, notamment des problèmes d'infertilité. Mais l'éco-anxiété et les problèmes socio-économiques sont le principal critère invoqué aujourd'hui sur le refus d'enfants. Voilà. Encore un truc qui serait résolu avec le revenu universel. Oui, c'est une façon de voir les choses. « 1,2, on n'y est pas encore, on est au-dessus. 1,2 naissance, c'est pas parce que t'as 1,2 enfants par femme que que tu multiplies la population par 1,2. En l'occurrence pas. Parce que c'est de 2 parents, t'obtiens 1,2 enfants. Souvent, quand même, c'est un peu ça comme ça qu'il faut le lire. Parce que les hommes n'enfantent pas. Et puis sur ces 1,2 enfants, sur cet 1,2 enfants, combien atteignent l'âge adulte? Voilà. Oui, on a 1,7 pour l'instant, mais la projection c'est 1,2. La projection est beaucoup plus faible et beaucoup plus basse. En fait, la chute est annoncée d'ailleurs dans le même article, dans un article de 20 minutes là sur les bébés. Et en fait, on nous explique que de toute façon, la tendance n'est pas prête de changer, visiblement. Donc, bon. Être un bébé né à 20% ne doit pas aider à grandir. Ouais, c'est sûr. Et la courbe de la natalité en France est en train de vraiment chuter. Ouais, 2,2 pour avoir un renouvellement de la population peut-être. Après, ça compte que en termes de naissance, parce qu'il y a l'immigration aussi, hein, comme soutien de la croissance démographique à l'immigration. J'aimerais qu'on parle de l'Espagne qui s'en sort plutôt bien sur beaucoup de sujets. Oui, j'ai vu d'ailleurs certains sujets qui nous ont dit pourquoi l'Espagne s'en sort mieux en permanence, nous expliquant quand même que oui, mais alors, en fait, ils ont mis des choses en place, quoi, on vous dira pas, c'est qui gouverne, on vous dira pas trop. Oui, l'Espagne est partie plutôt sur un programme type NFP, et ça marche plutôt. Après, ils partent aussi de plus loin. Parce qu'ils avaient vraiment eu une politique austéritaire il n'y a pas très longtemps. Il y a 4,1 décès infantiles pour 1000 naissances. Oui, on est le pays d'Europe avec le plus de mortalité infantile, et c'est notamment corrélé à la baisse du nombre de maternités et à la baisse du nombre de soignants en France. On est aussi, le nombre de mélanomes aussi a explosé. J'ai vu qu'on avait multiplié par 2 le nombre de mélanomes
Pareil, il y a en moyenne moins de 2 dermatologues pour 100 000 habitants en France. Et sur ces moins de 2 dermatologues, il peut avoir facilement par territoire la moitié des horaires qui en fait ne sont pas dédiés à la dermatologie médicale, mais à la chirurgie esthétique ou des soins esthétiques. Puisque de nombreux dermatologues aujourd'hui refusent en fait de faire ce pour quoi ils sont payés à l'origine et préfèrent faire des injections de botox ou du laser. Et du coup, on a un pays qui meurt du cancer de la peau. Voilà. Non, c'est pas non plus Lénine, non. C'est sûr. Ils ont augmenté le SMIC, quoi. C'est quand même pas mal. Après, l'inflation apparemment en Espagne est en train de bien repartir, hein, donc bon, faut voir, hein, mais... Par contre, les femmes riches ressemblent à des guignols de l'info, on peut en être fier. Et il y a de plus en plus d'injections sauvages de Botox ou des faux cabinets qui se montent. Ah non, mais on devient le tiers-monde, hein. C'est cool, hein. Vraiment, hein. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai entendu, je sais plus quel ministre qui parlait ce matin à la radio sur France Info. C'était pas ce matin d'ailleurs, c'était à midi. Sur des précisions sur le budget de la santé. Pour quand même qu'on, dans un climat un peu morose, où les jeunes ne gagnent plus rien, où les vieux gagnent tout, les jeunes font plus d'enfants, sont en full galère, etc. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour les aider? Notamment d'un point de vue de la santé. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, comme prévu, ils vont s'en prendre aux ALD. L'idée, c'est de faire sortir pas mal de gens de l'ALD. Ils vont aussi attaquer les cures thermales, les médicaments. J'ai vu que le président, je sais plus, en gros, des pharmaciens, de l'association des pharmaciens gueulait à la radio. Parce qu'ils veulent monter à 2 euros par boîte de médicaments de franchise. Dans un pays où le médicament le plus consommé, c'est le Doliprane est à 2,18 €. Bah, en gros, il y a 18 centimes qui seraient remboursés et 2 euros à votre charge. Quel chaîne de Discord serait le plus approprié pour parler de ces IA, séparation par système? Surtout que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup pour le travail, notamment. Donc, tu peux en parler dans... Il n'y a pas Créa IA, normalement? Il y a IA Image. Bah, dans musique, sinon. Dans musique, vas-y. Ça... Non, mais t'inquiète, tranquille. Vas-y, dans musique. Ouais, il faut responsabiliser les malades, nous a-t-on dit. En nous expliquant quand même que ce n'est pas la faute des patients, ce n'est pas la faute des soignants, c'est pas la faute du système, mais si tout le monde fait un effort, alors on y arrivera. Mais on arrivera à quoi? À être moins malade? Enfin, genre, ça me paraît compliqué, cette histoire. Donc ouais, François Bayrou a dit les arrêts maladie, ça suffit. Donc là, l'idée, c'est que pour les arrêts maladie de moins d'une semaine, on aurait jusqu'à 3 ou 4 jours de carence. Le reste payé par l'employeur. Donc vous seriez à genre... Donc les 3 ou 4 premiers jours, vous n'êtes pas payé. Donc ce qui fait que vous ne prenez pas d'arrêt maladie, parce que vaut mieux aller travailler malade et contaminer tout le monde, bien sûr. Comme ça, tout le monde gagne en productivité, bien sûr. Voilà, très voilà. Puis, jusqu'à la première semaine, c'est votre employeur qui paye le reste. Puis, après, c'est l'assurance maladie qui paye. Mais par contre, il sera interdit de vous délivrer un arrêt de maladie par un médecin de ville, ou par un médecin généraliste, supérieur à 15 jours. Donc, en gros, si votre arrêt dure moins d'une semaine, ça coûte 0 à l'assurance maladie, et votre arrêt ne pourra jamais durer plus de 2 semaines, sauf s'il est renouvelé en permanence. Et pour ça, il faudra avoir un rendez-vous toutes les 2 semaines chez le généraliste. Ce que vous ne pourrez pas avoir. Et donc, vous avez plus de rendez-vous, bah, vous devez retourner travailler. Voilà. C'est un peu leur plan.
pour qu'il y ait beaucoup moins d'arrêts maladie. C'est qu'en fait, vous ne puissiez pas faire les papiers pour continuer à l'être. C'est l'idée. Une idée formidable, hein. On se demande bien ce qui pourrait mal se passer. Ça, Catherine Vautrin nous a dit que c'est pour mettre fin aux abus. Voilà. Et pour toute sortie d'hospitalisation, ce serait limité à 1 mois. Voilà. Il serait interdit de vous délivrer, quoi qu'il arrive, du coup, d'arrêt supérieur à 1 mois. Et tous les mois, il faudrait retourner voir le spécialiste pour refaire reconduire l'arrêt s'il faut le faire reconduire. C'est vraiment un truc de demeurer. Franchement, ils sont vraiment demeurés, mais à un niveau. Comme ça, c'est bien. Les médecins vont devoir dédier 1 jour par semaine au renouvellement des arrêts et faire des papiers. Il faudra revoir votre médecin toutes les 2 semaines, juste pour reconduire le papier. Et quand les médecins joueront pas le jeu, c'est-à-dire que les médecins reconduiront l'arrêt, parce que vous les appellerez par téléphone et vous leur direz il y a moyen de reconduire l'arrêt, ils feront juste le papier, vous aurez juste besoin d'aller le chercher, comme beaucoup de médecins font déjà pour les ordonnances. À ce moment-là, l'assurance maladie appellera les médecins en mode hey, c'est quoi cet arrêt là? C'est non. J'ai l'impression qu'ils savent sauter et qu'ils y vont à fond. C'est ce que dit Fabien Gay. Fabien Gay, je l'ai entendu parler ce matin. C'était ce midi, du coup, ce midi. Il disait, en substance, que François Bayrou ne croit pas à son budget. François Bayrou essaye d'exploser tous les compteurs dans tous les sens pour préparer l'après-Macron. Tout ce qui pourrait être après sera moins pire que ce qu'il propose maintenant. Voilà. Un jour, ça sera peut-être assez, non? Les gens finiront par en avoir assez. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je suis prof. Chez nous, ça va être encore plus absurde. On ne peut nous remplacer qu'au-delà de 15 jours d'arrêt de maladie, sauf que du coup, comme il faut reconduire l'arrêt de 15 jours en 15 jours, bah, aucun prof ne pourra être remplacé. Ouais, ils sont malins. Ils sont très très malins. Ils sont très très malins. Moi, vous savez, je pense pas que ça va exploser. J'en sais rien. On pourra pas le dire. Rien ne pourra le dire. Vous savez, les gens, ils peuvent être désespérés par la situation, ils trouvent toujours d'autres gens sur qui taper. C'est assez désespérant. On trouve toujours plus faible que soit sur qui remettre la faute. Mais alors moi, j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que voilà, je fais pas que des streams mauvaises nouvelles, j'ai quand même une bonne nouvelle pour ce stream. Il faut comprendre qu'il faut taper sur les riches. Écoutez, je connais quelqu'un qui travaille dans une structure pour personnes handicapées. Les personnes handicapées s'en prennent aux mineurs isolés, qui seraient des assistés, alors que eux-mêmes sont littéralement des adultes handicapés dans une structure de soins assistés médicalement. Et bah pour eux, le problème, c'est les mineurs isolés. C'est pas le manque de soins et de moyens. C'est fou. Voilà. Bon, je sais pas tout le monde, hein, mais bon, c'est ce genre de truc qui est un peu désespérant. J'ai une bonne nouvelle. J'ai quand même une bonne nouvelle. Il y a une chose sur laquelle l'État a envie de revenir. C'est la ministre du Tourisme. Vous savez, on en a parlé il y a pas longtemps. Le tourisme est en train de s'effondrer en France, alors que François Bayrou a dit qu'on devait devenir la première destination touristique au monde. Pas la première en nombre de visiteurs, la première en nombre d'euros dépensés sur place sur le territoire. Il faut qu'on soit le premier, c'est l'Espagne actuellement, il faut qu'on soit la première destination mondiale où l'argent est dépensé, pas en nombre de visites. Parce que là, actuellement, les gens continuent de venir nous voir, c'est cool, mais les gens viennent nous voir, mais lâchent plus de thunes, parce qu'ils ont plus de thunes. Donc, tout le secteur du tourisme est aussi en train de gueuler. Pourquoi est en train de gueuler? Parce que les gens n'ont plus d'argent. Donc les gens ne partent plus en vacances. Enfin, plutôt s'ils continuent de partir en vacances, pardon, mais ils vont au camping, ils vont plus dans les bains. On a vu ça tout à l'heure d'ailleurs dans un reportage. Les gens, ils vont en vacances dans des tentes et plus dans des hôtels, ou plus dans des encore que dans les hôtels ça va encore. Ils mangent des casse-dalles sur le bord de la route et ils vont plus au restaurant. Donc bref, les gens voyagent, les gens continuent de s'accorder un peu de temps. Mais les gens ne vont plus au restaurant et les gens ne vont plus faire les petites sorties culturelles locales. Voilà. Alors c'est un peu la merde.
Donc la ministre du tourisme nous a sorti un truc de son chapeau qui vraiment fait chaud au cœur. Alors elle a pas eu l'idée toute seule. Il y a un groupe qui a mis un coup de pression et elle a dit oui tout de suite. Ce groupe c'est Ryanair. Voilà, Ryanair. Ryanair a dit en gros, ah là là, vous mettez une taxe de solidarité sur les billets d'avion qui est actuellement de 7,4 euros, alors qu'elle était à 2,63 euros avant pour les vols intérieurs en Europe. En gros, on a une taxe maintenant de 7 euros, hein, taxe de solidarité sur les avions. Ryanair a dit, ah ouais, plus 5 euros sur les billets en taxe en France, et ben on supprime nos opérations dans 3 aéroports. Lesquels d'aéroports d'ailleurs, je vais vous le dire. Bergerac, Brive et Strasbourg. C'est 13% de réduction d'activité. À peu près 750 000 sièges en moins. Donc là, la ministre, elle a dit oulala, oulala, ouh, oh mon Dieu, non. Du coup, elle a dit littéralement, il y a un problème avec cette taxe, en reconnaissant que sur le low cost, cela peut se comprendre encore plus. Quand vous faites un aller-retour 15 euros sur un low cost, ça peut faire une différence. Et cette taxe est de nature à ralentir le trafic aérien. Et donc, il souhaite revenir sur cette taxe qui a quand même rapporté, je crois, dans les 800 millions d'euros. Quasiment 1 milliard. Il n'a pas fallu grand-chose, hein. Il a fallu un coup de téléphone de Ryanair quand même. Donc bon. Mais oui, ralentir le trafic aérien, c'était le but, oui. Et où la bonne nouvelle? Vous allez pouvoir partir à Malte pour 5 euros de moins, peut-être. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. À côté, par contre, c'est 200 balles un aller-retour Rennes-Paris en train, mais tout va bien. En fait, le problème, très spécifiquement, c'est que le low cost représente jusqu'à 99% de l'activité d'aéroports régionaux comme Beauvais, Carcassonne, Béziers et Nîmes. En gros, Ryanair a un pouvoir d'influence et un impact économique tel dans ce genre d'aéroport qu'ils peuvent décider en gros de fixer un peu leurs conditions. Et leurs conditions, c'est que littéralement un État renonce à une taxe va augmenter sa taxe de 5 euros sur les billets d'avion, quoi. Si le peuple a autant de pouvoir que Ryanair, bah voilà. Ça pose quand même la question du mur que peut se prendre un gouvernement de gauche quand il arrive au pouvoir. Cette histoire de bras de fer avec les grosses entreprises. Mais il y a aussi une question de logique, c'est-à-dire que on a un gouvernement qui est absolument intraitable avec sa population. Elle peut imposer des trucs à des millions de gens, ils s'en battent les couilles. Par contre, un groupe, un seul, et sans même une discussion, vous avez le ministre qui veut revenir là-dessus, quoi. Et apparemment, l'idée, c'est de doubler le trafic de Ryanair en France d'ici je sais plus combien d'années. Ryanair leur a promis ça. Elle leur a dit, si vous supprimez la taxe, nous on double le trafic aérien en France. Du coup, la ministre du Transport, elle s'est dit, du Tourisme, elle a dit, bah François Bayrou, il a dit, il faut les touristes. On va faire ça. Cool le CO2. Ah ouais, bah ça va bien le CO2. Ah, Jean Covici il va être refait là. Ah ouais.
quand tu vois les prix des billets de train, moi je comprends. Bah moi je comprends pas. On nous a fait chier que la SNCF ça devait être rentable. Il devait avoir une tarification. Genre la SNCF s'inspire de l'aérien. Hein. Des bagages supplémentaires à payer. Faut être devant le train une demi-heure à l'avance. La tarification elle est dynamique. Tu payes 2 fois moins cher que ton voisin ou 2 fois plus cher. Tu te retrouves avec du 200 balles pour faire un Paris-Rennes. Pour peu que vous avez la malchance de voyager le week-end. Et donc, on est dans cette situation-là actuellement, quoi. Et depuis que la SNCF est devenue un établissement privé, dans les faits, enfin fonctionne comme établissement privé, forcément, tout est dérégulé et on assèche les gens. L'enjeu n'est pas que tout le monde puisse prendre le train. L'enjeu, c'est de remplir au maximum les TGV qui circulent, tout en faisant circuler le moins possible, parce que ceux-là doivent payer des droits de péage. Donc il faut remplir au maximum une quantité de trains minimum pour être rentable. C'est ce qui se passe, hein. C'est absolument ce qui se passe. La SNCF a fait 1,6 milliard de bénéfices. Ouais. Pareil, les autoroutes, elles ont un taux de rentabilité qui est démentiel. Donc oui, on est dans un putain de pays corrompu, c'est sûr, hein, bien sûr. En fait, ce que vous appelez corruption, moi j'appelle ça l'intérêt de classe. Oui, voilà. Première fois, j'ai été obligé de regarder une entreprise concurrente à la SNCF il y a 2 semaines, c'était 3 fois moins cher, de 150 à 50 pour un Lyon-Paris. Oui, mais c'est uniquement sur la ligne Lyon-Marseille que le privé a envie de... comment dire... d'opérer, parce que c'est la plus rentable. Et en même temps, je crois que ils ont des avantages. Ils ont des avantages à le faire. Je vais vous retrouver, j'avais lu un article là-dessus. Paye plus de droits de péage. Voilà, tout est dit. C'est ça, exactement. Je suis sur un article. Trenitalia a bénéficié d'une réduction de 37% sur les péages pour la première année, 16% la deuxième, 8% la troisième, sur l'offre Paris-Lyon. Ensuite, des nouvelles réductions de péages ont été octroyées à Trenitalia sur la ligne Paris-Marseille. Donc, la SNCF, quant à elle, n'en bénéficie pas. Donc, bon. Donc, en gros, c'est la SNCF qui se retrouve à payer le prix fort et en plus, du coup, les concurrents ne payent même pas, finalement, les droits qui sont censés financer l'entretien des lignes. Pareil, l'État a octroyé aux concurrents de la SNCF un privilège, celui de ne pas avoir l'obligation de desservir les lignes peu fréquentées et peu rentables. Cette contrainte a été imposée à la Compagnie nationale française et permet encore de couvrir une partie importante du territoire. Trenitalia aurait menacé de se retirer du réseau français si de telles conditions lui avaient été imposées. Donc en gros, c'est l'État a baissé son froc devant Trenitalia pour que Trenitalia fasse des trains beaucoup moins chers que ceux de la SNCF. Alors que c'est la compagnie nationale, quoi. C'est... Ouais. C'est un peu comme l'énergie, hein. C'est le privé est subventionné et le public paye pour éponger, quoi. Pourquoi on baisse notre froc ? Mais parce que c'est censé être mieux, c'est censé être la libre concurrence non faussée, c'est censé être ce qui nous emmènera vers un monde beaucoup plus intéressant, qui est ce que vous voulez. C'est de l'idéologie, voilà, exactement. La SNCF fait pareil à l'étranger. Je sais pas si tous les systèmes de train étrangers fonctionnent de la même façon. Mais c'est possible, oui.
Après, si les autres pays ont envie d'être des libéraux mentaux, qu'ils le soient, hein, mais si on pouvait ne pas l'être nous. Après, les taux de péage, apparemment, du ferroviaire en France sont les plus élevés. Ça, on en avait déjà parlé. Sont les plus élevés. Ça a un très très gros impact sur le prix du billet. Et Trenitalia s'en plaint, mais du fait de quoi? Parce qu'en fait, ils ont des abattements de ouf, alors que la SNCF doit payer plein pot, quoi. Donc, le choix de maintenir un niveau élevé de péage constitue un frein au développement de la concurrence sur le marché ferroviaire français. Ce niveau de tarification rend en effet l'accès au réseau français particulièrement coûteux et incertain sur le plan de la viabilité économique pour les nouveaux opérateurs. Donc, en gros, du coup, l'État subventionne les nouveaux opérateurs pour qu'il y ait de la concurrence. Mais du coup, c'est de la concurrence déloyale et faussée, quoi. Euh, Aux dépens du contribuable qui finance, malgré lui, indirectement, ces rabais, quoi. Cette concurrence, dont il ne bénéficie en fait que marginalement. Hein. La logique, c'est que plus il y a d'acteurs sur le marché, plus il y aura de rentrées financières pour SNCF Réseau. Si les frais sont les mêmes pour toutes les compagnies, pourquoi serait-ce déloyal? Parce que la SNCF a une présence historique. Voilà pourquoi. Selon eux, hein. Donc, comme il faut une offre d'appel, quand tu as un nouvel entrant, il faut être plus concurrentiel que les autres pour pouvoir te créer un nouveau public et te faire connaître. Et donc, pour ça, il faut aider, en gros. Voilà, bon. Toute cette thune qu'on pourrait toute cette thune qu'on pourrait juste mettre dans une compagnie nationale qui tourne bien. Bah ouais. Oui. Non mais oui. Plus il y a d'acteurs sur le marché, plus il y a de trains, c'est pas clair, SNCF diminue son nombre de trains dans le même temps. Non mais c'est de la merde, hein, c'est de la merde de ouf, mais surtout qu'en même temps, c'est du ferroviaire, hein. Au bout d'un moment, t'es limité par le nombre de trains que tu peux faire circuler sur une voie, quoi, sur une ligne, quoi. Donc, SNCF Réseau dit, deux points, ouvrez les guillemets, l'objectif, c'est aider le nouvel entrant à lancer son offre en compensant temporairement le désavantage qu'il subit face aux opérateurs déjà établis. Oui, mais d'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que du coup il y aurait besoin d'autres opérateurs? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est tant qu'ils sont aidés, ils vont venir, et dès l'instant qu'ils ne le seront plus, ils s'en vont. Ça. Par ailleurs, la SNCF euh, doit contribuer, comment dire, euh, je vais refaire ma phrase différemment. La SNCF voyageurs doit payer deux fois, à travers les péages pour lesquels elle n'a pas de rabais, et à travers la contribution sur ses bénéfices auxquels ne sont pas soumis ses concurrents. Donc il y a une double imposition sur la SNCF qui n'existe pas pour ses concurrents. De toute façon, c'est simple, les opérateurs étrangers ne veulent faire que de la grande vitesse. Pour le coup, l'idée de ne pas taxer, c'est de dire on vous laisse vous installer, vous faire votre coin et donc pouvoir survivre face à la SNCF. Oui, d'accord, j'ai bien compris, sauf qu'une fois que si demain t'arrêtes de les aider, ils s'en vont en fait. Enfin, c'est genre. Oui, ça devient le marché de l'énergie. Exactement.
Pour ceux qui vivent loin de la grande vitesse, on ne verra jamais cette concurrence. Si vous allez la voir, sous la forme de la dégradation d'un service public, puisque la SNCF n'aura plus les moyens, face aux baisses d'argent et face à sa... Comment dire, au fait qu'il soit moins compétitif, n'aura plus les moyens de continuer de rouler des trains sur les petites lignes. Parce qu'une partie actuellement du budget alloué aux petites lignes est possible grâce aux prix délirants qui sont appliqués sur les TGV notamment. Bon, c'est trop cher, hein, mais... En fait, ça va être un peu comme les télécoms, c'est-à-dire que quand vous habitez à la campagne, vous ne choisissez pas votre opérateur, et bien souvent, aucun des opérateurs ne veut vous délivrer. Et souvent, quand vous en avez un, c'est le même pour tout le village. Alors qu'en ville, alors là, vous avez le choix, vous avez pléthore de choix, ils font 3 fois les travaux dans l'année. Peut-être que l'ARCEP a dû être sévère sur le déploiement de la fibre, mais non, mais c'est à la fin, c'est les villages qui ont payé quand même, tu vois. Mais oui, la SNCF s'était privée jusqu'en quoi? En 36? 33? 36? Date de la création de la SNCF. C'est pour ça que vous avez 15 gares dans Paris, hein, d'ailleurs. « 38. C'est le Front Populaire qui a nationalisé. Voilà. Les prestataires vont-ils contribuer à l'entretien des voies ferrées? Ça marche comment? Bah beaucoup moins que les autres, puisque bah du coup ils ont des allègements et ils ont des ils ont des allègements de paiement et il y a des choses, il y a des taxes auxquelles ils ne sont pas assujettis. Et l'une des raisons pour lesquelles on a plusieurs courants différents et que du coup on a du matériel ferroviaire qui doit rouler dans plusieurs types de courants différents au sein du même pays, c'est parce qu'en fait on avait à la base un réseau constitué de différents acteurs privés. Si les voies sont en mauvais état parce que pas de budget, le privé va pas pouvoir les exploiter, si, mais en fait c'est ça, c'est comme les autoroutes, ils vont les exploiter jusqu'à ce qu'elles soient inexploitables et après ils partiront, ils s'en iront. Moi, tout ce que je retiens, c'est quand même pour la SNCF, c'est que depuis qu'on a mis, depuis 2009, hein, la privatisation, enfin, qu'en gros, on a sectorisé la SNCF et qu'on a décidé de mettre en concurrence le fret n'existe plus. Voilà. Et c'est un crève-cœur. Vous savez qu'il y a des collectivités qui ont investi massivement pour pouvoir. C'était le cas de la collectivité de la commune de Cumont-Chindray, qui avait créé un quai, spécifiquement une zone de décharge pour pouvoir décharger du transport ferroviaire pour la commune. Juste avant ça. Et après, bah ciao. Hein, en fait, ça n'a jamais vraiment été utilisé. Hein.
Oui, il y avait plein de lignes de fret, oui. Mais par exemple, moi, je me souviens, mon père, il faisait des trains de silo, il faisait du silo. Donc, il faisait du transport de blé de telle zone à tel machin. Il faisait du transport de flotte. Il transportait beaucoup les voitures. Je crois que ça se fait plus, quasiment. Transport de voitures par train se fait quasiment plus. Oui, la sélection naturelle non faussée. Bah, ça marche pas comme ça. Tu sais, il faut d'abord aider. Très important. Pas aider les gens, parce que les gens sont des assistés. Voilà. Mais bon, écoutez, hein. C'est terrible. De toute façon, le libéralisme est en train de tout détruire dans ce pays, donc que je voulais que je vous dise. Hein. Et d'ailleurs, fret SNCF n'existe plus, je crois, non? Ah non, maintenant il y a deux nouvelles sociétés, ça essaie de scinder en deux, en Hexafret et en Technis. Parce que l'Union européenne a dit que ça ne répondait pas au cahier des charges de l'Union européenne en matière de concurrence. Putain, hein. Je me suis personnellement demandé si le pays réussira un jour à se relever dans toutes les conneries qu'on laisse depuis 40 ans déjà. Je pense qu'on est clairement dans un moment où ça devient difficile. Hein, et oui, on finira bien par avoir un nouvel âge d'or. Un nouveau Giscard Punk. Voilà. Mais bon. C'est un peu désespérant. Hein. Mais alors, du coup, je vous lis un passage sur la fret SNCF, hein, qui est très drôle. Euh... Donc, la concurrence a été effective au 1er avril 2006. Fret SNCF a été surpris par le dynamisme et la réactivité des nouveaux entrants qui ont pris une partie des marchés rentables, les trains massifs, dont la composition n'est pas remaniée entre l'origine et la destination, lui laissant le soin d'opérer les trafics les plus coûteux, donc les trains de lotissement créés par association de wagons isolés qui passent par les triages pour les changements de train, dans les zones plus diffuses. Tiens donc. Bah ça alors, le privé n'a voulu s'occuper que des lignes rentables. Et Fret SNCF devait continuer les activités non rentables, ou beaucoup faiblement rentables, sans pouvoir bénéficier des activités rentables qui permettaient quand même de financer les activités moins rentables. Tiens donc. En bas ça alors. Donc parallèlement, la SNCF lance un plan de restructuration de l'activité pour retrouver un équilibre économique stable. Cet équilibre passe par l'abandon des flux insuffisamment rémunérateurs. Donc en gros, on a coupé massivement dans le fret. À la fin, en fait, on a juste réduit l'activité, quoi. Cool. Génial. Ça a l'air d'être une bonne opération, ça. En termes de société, j'ai l'impression qu'on y gagne tous. Non.
Donc bon. J'ai vu que les RATP, ils ont fait un bon chiffre, là. Hein. Bah donc là, ouais, ils ont augmenté la longueur des trains, effectivement. Donc ouais. Après, ce qui est important, c'est pas tant la longueur que le tonnage, hein, je crois, pour une rame. De nos jours, le trafic du fret ferroviaire ne se traite quasiment plus dans les cours ou dans les halles à marchandises qui pour beaucoup sont laissées à l'abandon. De nombreuses gares de marchandises ou de gares de triage ferment ou connaissent une forte baisse d'activité. La plupart des marchandises sont transportées en train entier. Donc vous savez, c'est les trains où il n'y a plus besoin de... On change pas les wagons. Genre, c'est pas un train modulable. C'est de bout en bout, quoi. Donc en gros, c'est du gros flux unique d'un point A à point B, quoi. La moitié des effectifs humains de fret SNCF a été supprimée entre 2008 et 2015. La moitié. Et une partie de sa flotte a été cédée à Akiem, qui est une entreprise de matériel ferroviaire, qui loue des machines à d'autres. Elle est, elle est la propriété de la Caisse du dépôt des placements du Québec depuis 2022. Avant, elle était propriété de la France et la France l'a vendue au Québec. Apparemment. Ah bon, bah écoutez, hein. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, ouais, on va partir, hein. On va partir comme des princes. Et bah pour un gouvernement de gauche, il faut au moins être là pendant 10 ans et il va falloir être là pendant longtemps, quoi. Sur ce, faites des enfants, ouais. Je ne sais pas. J'en sais rien. On se voit dimanche. Demain, nouvelle vidéo. Dimanche, dimanche comme tous les dimanches, c'est dimanche, bien sûr.